Je me suis longtemps demandé comment j'allais faire cette critique, de quelle manière, de quel point de vue j'allais aborder ce livre. Être sans destin, d'Imre Kertész, c'est le prix Nobel 2002, une œuvre traduite en toutes les langues et connue dans le monde entier, vue par moi, une lycéenne. Je me demandais si j'allais avoir les mots justes, si j'allais savoir exploiter correctement mon ressenti quant à cette lecture, mais surtout, si j'allais réussir à faire quelque chose qui correspondait à la volonté de l'auteur en écrivant ce livre. Puis, j'ai compris que c'était surtout une affaire d'hommage, un travail de mémoire à ma petite échelle, pour honorer la complexité et la richesse incroyable de ce livre. Elle se traduit d'abord par le personnage. Imre Kertész a 15 ans lorsqu'il est arrêté et déporté à Auschwitz, puis à Buchenwald. Il n'a qu'1 an de moins que moi. Il découvre la vie et ses tourments au travers de la guerre. Son premier amour, son premier baiser, tout se déroule dans une atmosphère de bombardement, de peur et de refuge, un quotidien bien trop éloigné de celui que devrait avoir un adolescent. Ce qui nous guide tout au long du récit, tel un fil conducteur, c'est la candide et enfantine naïveté du narrateur. On suit ses pensées sous la forme d'un flux de conscience, et on assiste alors à son cheminement autonome vers l'acquisition d'une maturité presque forcée. Lors de son arrestation, en 1944, Imre Kertész n'est encore qu'un enfant. Il voit la vie comme un jeu. Lorsqu'il est retiré du lycée pour aller travailler avec d'autres garçons de son âge, là où certains y verraient une désolation, lui choisit l'excitation, celle d'une expérience nouvelle, avec des garçons qu'il appelle ses amis, celle de prendre le bus, d'avoir une carte d'identité, toutes ces petites choses, ces petites inhabitudes quotidiennes qui amusent les enfants. Ensuite, il y a beaucoup de choses qu'on ne lui dit pas, qu'il devine par lui-même, ou du moins qu'il essaye de deviner, avec l'incompréhension et l'expérience d'un enfant de 15 ans. Il y a aussi ce questionnement de l'identité, à un âge où on essaie justement de trouver la sienne. À plusieurs reprises, Kertész se pose ces questions, ces interrogations intemporelles. Faut-il être fier de ses différences? Faut-il en avoir honte? Pour lui, c'est cette différence qui lui semblait minime, qui lui a arraché son père, arraché son quotidien douillet, qui l'a plongé dans un monde de discrimination et d'inégalité. Il reste cependant le plus optimiste sur ce sujet lorsqu'il en parle avec ses voisines. Contrairement à beaucoup, il distingue la personne de sa religion, ses valeurs de celles que lui imposent ses croyances. Il explique avec une grande bonté que c'est bien souvent la notion même du juif que les gens détestent, et non eux, même si c'est pourtant bien eux qui mourraient au nom de cette notion insensée. Cette même bonté, cette sorte de philanthropie, se retrouve à plusieurs moments du récit, un aspect qui m'a souvent décontenancé. Il parle des policiers hongrois qui étaient gentils et à l'écoute envers eux, qui étaient parfois eux-mêmes dépassés par les ordres supérieurs qu'ils recevaient. Ils ne tombent pas dans ce manichéisme de l'autorité. On assiste cependant, au fil du récit, à une transformation majeure qui se retrouve au niveau du ton du texte, au niveau de la maturité de l'auteur, passant d'un enfant innocent à un adolescent touché par la réalité des camps, de la mort et de la faim. À son arrivée, il avait encore des réflexes qu'on peut qualifier de scolaires. Il s'attendait toujours à un peu de reconnaissance après un travail accompli. Prenez exemple sur les adultes. Mais rapidement, Kertész tombe dans la désillusion de la réalité, là où sa culture et son éducation s'entrechoquent avec une réalité plus tordue, plus injuste. Là, celle où il doit mourir pour vivre, celle où il doit mentir pour vivre, où il comprend que si l'homme est capable du meilleur, cela signifie aussi qu'il est capable du pire. Et c'est cette révélation qui nous guidera, je pense, jusqu'à l'autre point le plus marquant et le plus important du livre, la distanciation dérangeante. Publié en France en 1998, Être sans destin a fait polémique. Si la France a été habituée au récit des camps, rarement des comme celui-là. L'œuvre dérange, principalement par cette distance que met l'auteur entre lui, nous et son expérience. C'est quelque chose qui nous travaille tout au long du livre, quelque chose que l'on a du mal à comprendre, qui peut même orienter notre lecture de manière négative ou du moins mitigée. On ne comprend pas pourquoi il ne se plaint quasiment pas, pourquoi il s'efforce de trouver du bon dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il voit et dans tout ce qu'il vit. Je me souviens avoir tressailli, avoir repris la page plusieurs fois en lisant ce passage. Et malgré la réflexion, la raison, le discernement, le bon sens, je ne pouvais pas méconnaître la voix d'une espèce de désir sourd qui s'était faufilée en moi, comme honteuse d'être si insensée, et pourtant de plus en plus obstinée. Je voulais vivre encore un peu dans ce beau camp de concentration. Cela me paraissait tordu, insensé. Ce n'était pas comme cela que je m'étais fait ma représentation des camps, au travers de mes lectures précédentes. Ce n'est qu'à la fin de ma lecture, à la lecture du dernier chapitre, que tout s'assembla dans mon esprit comme dans un puzzle, dans lequel les pièces étaient toutes tordues, où régnait une harmonie étrangement dérangeante. Dès son retour, Imre Kertész refuse de s'abandonner à cette urgence de raconter ce qu'il a vécu, comme il le voit tout autour de lui.
même s'il se fait solliciter par des journalistes ou bien de simples curieux. Raconter, ce serait se replonger en plein dedans, s'immiscer dans ce cauchemar qu'il a pris tant de précautions à éloigner. Ce serait abattre ce mur protecteur et laisser la réalité affluer. Cette réalité, il l'avait fuie grâce au sublime procédé de la pensée. Kertész le dit lui-même. Même en captivité, notre imagination reste libre. Il explique ce mécanisme naturel, ce besoin d'être autre part, de faire autre chose, et on sent dans son récit que ces moments d'évasion ont constitué une nécessité pour lui, qu'il qualifie même de propriété perpétuelle et inaliénable. L'auteur conclut son raisonnement en ces mots. Je l'avais déjà entendu dire, et je pouvais désormais en témoigner. En vérité, les murs étroits des prisons ne peuvent pas tracer de limites aux ailes de notre imagination. Cela n'avait qu'un seul défaut. Dès qu'elle m'emportait, si loin que j'en oubliais jusqu'à mes mains, la réalité qui, en fin de compte, existerait malgré tout bel et bien en cet endroit, reprenait immédiatement ses droits et les arguments les plus péremptoires et catégoriques. J'ai compris, à la fin du livre, ce pourquoi ce livre m'avait été si difficile à m'approprier. Car Kertész n'a pas voulu raconter ce qu'il avait vécu, mais plutôt le souvenir qu'il en avait. Il a bien compris que ce qu'il s'était passé, ce qu'il avait vu, c'était quelque chose que personne d'autre ne pourrait jamais comprendre. Qu'il y aurait toujours deux types de personnes après la libération, ceux qui avaient connu les camps et ceux qui ne les avaient pas connus. Que les premiers n'oublieraient jamais et que les seconds ne comprendraient jamais vraiment. Ses retrouvailles avec ses proches ont, pour cette raison, été compliquées. Son identité se retrouvait fragmentée. Il l'exprime dans ses paroles. On ne peut pas, il fallait qu'ils essaient de comprendre cela. On ne peut pas tout me prendre. Il m'est impossible de n'être ni vainqueur ni vaincu, de ne pas pouvoir avoir raison et d'avoir pu me tromper, de n'être ni la cause ni la conséquence de rien. Je l'ai supplié presque d'essayer d'admettre que je ne pouvais pas avaler cette fichue amertume de devoir n'être rien qu'un innocent. Il y a quelque chose qui m'a marqué vers la fin du livre, lorsqu'un journaliste lui parle de l'enfer des camps. C'est une expression bien connue, que pourtant Kertész a désapprouvé. Pour lui, l'enfer est un concept abstrait, que personne n'a jamais vraiment connu. Or, lui, il a connu les camps, il les a vus et les a vécus. C'est quelque chose qui est pour lui bien réel. J'ai eu une lecture assez compliquée de ce livre, à son image, mais je pense que c'était justement l'effet escompté. À ce jour, je ne saurais toujours pas dire si j'ai adoré ou si j'ai détesté. Tout ce que je peux dire, et avec la plus grande des certitudes, c'est qu'il m'a touchée. Dans le bon, dans le mauvais sens, à vrai dire, je ne sais même plus où se trouve la frontière, mais je pense que ce livre laissera pendant un long moment sa marque en moi. J'ai été chamboulée et projetée hors de ma zone de confort, confrontée à un style, à un récit dont j'étais encore étrangère, mais qui m'a fait ressentir des choses dont je m'ignorais encore capable. Enfin, si je devais résumer cette œuvre en un mot, ou du moins en un aspect, je parlerais sûrement de sa puissance. Une puissance par les mots, par l'écriture, par les émotions qu'elle provoque, par une réalité qu'Imre Kertész nous impose, une réalité à laquelle on aimerait détourner le regard, mais qui est pourtant bien réelle. Être sans destin, c'est un livre qui nous transperce, qui nous chamboule, qui nous dérange, mais surtout un livre qui nous marque et qui nous change.